Dans ce chapitre, on va commencer par décrire le mouvement d'un corps en introduisant les vecteurs vitesse et variations du vecteur vitesse. C'est ce qu'on appelle la cinématique en physique. Puis dans un deuxième temps, on va mettre en lien le mouvement de ce corps avec les forces qui s'exercent sur l'objet. C'est ce qu'on appelle la dynamique. On va commencer par faire des rappels sur le vecteur vitesse. Alors si on considère une chronophotographie, c'est-à-dire qu'on a repéré à intervalles de temps réguliers la position de l'objet dont on étudie le mouvement, dans un référentiel donné, la valeur VI de la vitesse instantanée du système dans la position MI est assimilée à la valeur de la vitesse moyenne du système entre deux positions très proches, MI et MI plus 1. Ce qui donne la relation, la vitesse de l'objet au point I va être donnée par ce quotient. C'est la distance parcourue sur le trajet entre le point courant et le point d'après, donc la distance MI, MI plus 1, divisé par la durée du parcours. Du point de vue des unités, la distance parcourue est en mètres, cette durée va s'exprimer en secondes, donc la vitesse est bien sûr en mètres par seconde. Un exemple d'application, on va déterminer la valeur de la vitesse instantanée à l'instant t3 où l'objet va passer au point m3. Alors il y a une échelle de représentation, 1 cm sur le schéma correspond à 3 cm en réalité. Et l'intervalle de temps entre deux positions successives vaut 40 millisecondes. Pour calculer la vitesse instantanée au point 3, on va avoir besoin de la distance parcourue entre le point courant et le point d'après, c'est-à-dire la distance entre les points 3 et 4. Alors si on regarde sur le schéma, la distance entre les points 3 et 4, et qu'on la mesure avec la règle, correspond à 1,4 cm. Mais 1,4 cm, ce n'est pas la distance réelle qui a été parcourue par l'objet, puisqu'il y a une échelle de représentation. L'échelle de représentation, je rappelle, c'est que 1 cm sur le schéma correspond à 3 cm en réalité. Donc la distance réelle qui va être parcourue par l'objet va être égale à 3 fois 1,4 cm, c'est-à-dire 4,2 cm. On peut maintenant calculer la vitesse instantanée au point 3 avec la formule V3, donc M3 le point courant, le point d'après M4, divisé par T4 moins T3. On vient de calculer la distance parcourue, 4,2, divisé donc par la durée du parcours entre deux points consécutifs. Elle nous est donnée dans le texte, 40 millisecondes, donc 40 10 moins 3. On va obtenir ici 105. Quelle est l'unité de ce résultat? On a utilisé ici des centimètres, des secondes, donc le résultat est en centimètres par seconde. Ici, il faut conserver deux chiffres significatifs pour le résultat, donc on peut exprimer le résultat en mètres par seconde, en arrondissant à la valeur la plus proche, 1,1 mètres par seconde. Alors rappelez-vous, la vitesse instantanée, c'est la vitesse à un instant donné. Ici, on a calculé la vitesse instantanée au point 3 et on a fait une petite approximation. On a considéré que la vitesse instantanée au point 3, c'était la même chose que la vitesse moyenne de l'objet sur le parcours entre les positions 3 et 4. Cette approximation va être d'autant plus vraie que la durée du parcours entre les positions 3 et 4 va être petite. À ce moment-là, la vitesse instantanée n'aura quasiment pas eu le temps de changer, et donc on pourra assimiler la vitesse moyenne sur le parcours à la vitesse instantanée au point 3. Pour décrire le mouvement, on utilisera souvent le vecteur vitesse. Alors le vecteur vitesse va apporter deux informations supplémentaires, la direction du mouvement ainsi que son sens. Le vecteur vitesse instantanée en un point MI de la trajectoire est assimilé à donc le vecteur VI va être égal au vecteur MI, MI plus 1, c'est ce qu'on appelle le vecteur déplacement, divisé par la durée du parcours entre le point courant, MI, et le point d'après, MI plus 1. Lorsque la durée est suffisamment courte, le vecteur déplacement devient tangent à la trajectoire. Le vecteur vitesse est alors aussi tangent à la trajectoire. La tangente à la trajectoire en un point de celle-ci, c'est la droite qui touche la courbe en ce point au plus près. La tangente et la courbe forment alors un angle nul. Voici donc les caractéristiques du vecteur vitesse. Du point de vue de la direction, c'est la tangente à la trajectoire,
qu'on assimilera à la direction entre le point courant et le point d'après. Le sens, c'est celui du mouvement. Et la valeur, c'est celle de la vitesse en mètres par seconde. On utilisera donc une échelle de représentation pour pouvoir tracer ce vecteur vitesse. On avait calculé précédemment la valeur de la vitesse instantanée V3 au point 3. On va maintenant représenter le vecteur vitesse correspondant. Alors on a une échelle de représentation pour les vitesses. 1 cm sur le schéma va correspondre à 90 cm par seconde. 90 cm par seconde correspond à 1 cm. Pour V3, nous avions trouvé 105 cm par seconde. Ça va donc correspondre à une longueur qui va être égale à quoi? Je fais le produit en croix, 105 fois 1, divisé par 90, et on trouve 1,2 cm. Voilà, j'ai toutes les informations qui vont me permettre de tracer le vecteur vitesse. La direction, c'est la tangente à la trajectoire que je vais assimiler ici à la direction entre le point courant et le point d'après, c'est-à-dire la direction entre le point 3 et le point 4. Le sens, c'est celui du mouvement, et la valeur, c'est celle de la vitesse en mètres par seconde avec l'échelle de représentation. Donc avec l'échelle de représentation qui est fournie dans le texte, je trouve que le vecteur vitesse, il a pour longueur 1,2 cm. Donc je peux maintenant tracer ce vecteur 1,2 cm de long. Et à côté, donc, j'écris que c'est le vecteur vitesse instantanée V3. Au cours d'un mouvement, le vecteur vitesse d'un système peut varier. Il peut varier en direction, en sens et aussi en valeur. Le vecteur variation de vitesse, delta V, n'est plus alors égal au vecteur nul. Quand on calcule une variation, c'est toujours la différence entre l'état final moins l'état initial. Donc la variation du vecteur vitesse, delta VI, ça va être égal au vecteur vitesse au point d'après, moins le vecteur vitesse au point courant, d'où la relation delta VI, c'est égal au vecteur vitesse au point I plus 1, moins le vecteur vitesse au point I. Sur le schéma ci-contre, on a à nouveau la chronophotographie du mouvement d'un point M, et on a représenté, en utilisant la technique qu'on a vue précédemment, le vecteur vitesse au point 3, ainsi que le vecteur vitesse au point 4. On voit bien que le vecteur vitesse a varié. Le vecteur vitesse a varié en direction, la direction n'est plus la même. Il a varié aussi en valeur. On voit que le vecteur V4 a une norme qui est plus grande que celle du vecteur V3. Ainsi, le vecteur variation de vitesse va être non nul. On va construire ici le vecteur delta V3. D'après la définition précédente, c'est le vecteur V4 au point d'après, moins le vecteur au point courant, V3. Le vecteur delta V3, c'est le vecteur V4 moins le vecteur V3. L'origine de ce vecteur delta V3, ça va être le point 3. Je vais donc commencer par reporter le vecteur V4 à partir du point M3. Pour cela, je place ma règle de telle sorte qu'elle soit parallèle à la direction du vecteur V4. Et je vais reporter la longueur de la flèche qui correspond au vecteur. Voilà. Et à côté, donc, j'indique qu'il s'agit du vecteur V4. J'ai reporté V4. Il me reste à ajouter maintenant moins V3 au vecteur V4 que je viens de tracer. Donc pour cela, à partir de la pointe de la flèche qui correspond au vecteur V4, je vais reporter l'opposé du vecteur V3. Donc je vais placer ma règle de telle sorte qu'elle soit parallèle à la direction du vecteur V3. Et je vais reporter dans l'autre sens la longueur qui correspond au vecteur V3. Donc ici, je viens de reporter l'opposé du vecteur V3. Voilà, il ne me reste plus qu'à tracer ce vecteur delta V3. Que voici. Dans cette partie du cours, donc, on va faire de la dynamique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la relation qui existe entre le mouvement d'un objet et la somme des forces qui s'exercent sur lui. Alors, un petit rappel à nouveau de la classe de seconde pour faire un bilan des forces. Premièrement, bien sûr, il faut définir le système. Le système, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Ici, ça va être le ballon de football.
puis après faire le bilan des forces extérieures appliquées au système en précisant sur un schéma leur direction et leur sens. Pour faire ce bilan, on va répertorier les forces en deux catégories. Les forces qui s'exercent à distance. Alors cette année, qu'est-ce qu'on va trouver comme force à distance? Il va y avoir le poids, qui est la force gravitationnelle exercée par la Terre. Il peut y avoir la force électrostatique, si l'objet possède une charge électrique et s'il est dans un champ électrique. Il peut y avoir des forces magnétiques. Il existe d'autres forces à distance, mais ce sont des forces qui s'exercent à l'intérieur du noyau de l'atome, des forces nucléaires, dont on ne va pas parler cette année. Donc une fois qu'on a passé en revue les forces à distance, ce qu'il va rester dans la liste de forces, ce sont les forces de contact. Chaque contact du système avec l'extérieur va être à l'origine d'une force. Si vous utilisez cette méthode, vous ne pouvez pas faire d'erreur en répertoriant les différentes forces. Donc répertorier les forces à distance, puis dans un deuxième temps, les forces de contact. Chaque contact du système avec l'extérieur est à l'origine d'une force. Pour faire un bilan des forces, il peut être utile au départ de faire un diagramme objet-action comme vous le faisiez en seconde. Complétez le bilan des forces qui s'exercent sur le ballon lors de la frappe. Le système, c'est le ballon, je vais le souligner ici dans le diagramme objet-action. Reprenons la méthode. Quelles sont les actions à distance? Le ballon interagit à distance avec la Terre. Cette action à distance est symbolisée par une flèche en pointillé sur le diagramme. Et maintenant, il faut trouver toutes les actions de contact. Alors, il faut se poser la question, avec quoi le ballon est-il en contact? Il est en contact avec la pelouse et il est en contact aussi avec le pied. Et on symbolise ces actions de contact par des flèches en trait-plein. Une fois qu'on a fait ce diagramme objet-action, on va modéliser chaque action mécanique par une force. Tout d'abord, l'action mécanique exercée par la Terre. C'est une force qu'on appelle le poids du ballon, qu'on va représenter par un vecteur force P. Vous connaissez les caractéristiques du vecteur poids. Direction, c'est la verticale du lieu. Le sens, vers le bas. Et comme origine, le centre de masse du ballon, le centre géométrique du ballon. Regardons maintenant l'action du pied que l'on va modéliser par une force qu'on va appeler F. Force exercée par le pied. L'origine de cette force, ça va être le point de contact entre le pied et le ballon. Le pied va pousser le ballon dans cette direction et vers le haut. Et donc je représente ici ce vecteur F sans souci d'échelle. Il me reste à représenter la force exercée par la pelouse, que l'on va appeler R. L'origine de cette force, ça va être le point de contact entre le ballon et la pelouse. C'est une force qui va s'opposer au poids. Lorsque le ballon est immobile tout seul sur la pelouse, les forces P et R se compensent. Donc R est l'opposé du vecteur poids. Donc ça va être un vecteur qui va avoir pour direction la verticale, le sens cette fois-ci vers le haut, et qui va avoir exactement la même norme que le vecteur poids. Quand plusieurs forces s'exercent sur le système, on définit le vecteur résultante des forces. Le vecteur résultante des forces extérieures est égal à la somme des forces extérieures qui s'appliquent au système. Ce vecteur est noté sigma de F. Sigma, c'est la lettre grecque pour S majuscule, et il faut le traduire par somme, donc somme des forces extérieures. C'est une somme de vecteurs force, donc il va falloir tenir compte des directions et des sens des vecteurs. Un exemple d'application, on va construire le vecteur somme des forces extérieures qui s'exerce sur la balle de tennis. Donc ici, la somme des forces extérieures, ça va être égal, la balle de tennis est soumise à son poids, qui est la force exercée par la Terre sur la balle de tennis, et il y a une action de contact, c'est le contact entre la raquette et la balle de tennis. Donc il y a aussi la force exercée par la raquette sur la balle, qui est représentée sur le schéma. Donc ici, deux forces s'exercent sur la balle, le poids, plus la force exercée par la raquette sur la balle. Pour construire cette somme vectorielle, à l'extrémité du vecteur poids, je vais reporter la force exercée par la raquette sur la balle. Donc je place ma règle de telle sorte
que la direction de la règle soit parallèle à la direction du vecteur force exercé par la raquette sur la balle, et je trace un segment qui a la même longueur que celle du vecteur force exercé par la raquette sur la balle. Donc le voici, force exercée par la raquette sur la balle. Et voici donc la somme des forces extérieures exercées sur la balle, qu'on appelle aussi donc la résultante des forces. Il va maintenant y avoir deux cas possibles. Premier cas, les forces se compensent, c'est-à-dire que la résultante des forces extérieures va être égale au vecteur nul. Alors cette situation-là a déjà été étudiée en classe de seconde. Ça s'appelle le principe d'inertie ou la première loi de Newton. Dans un référentiel galiléen, terrestre par exemple, si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors le système est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Comment on peut le traduire par une relation mathématique? Si la résultante des forces est égale au vecteur nul, alors le vecteur vitesse va être égal à une constante. Si le vecteur vitesse est égal à une constante, ça signifie que la variation du vecteur vitesse va être égale au vecteur nul. Sur le schéma ci-contre, on a la chronophotographie du mouvement d'un point M. Qu'est-ce que l'on remarque? C'est que le mouvement du point M est rectiligne, la trajectoire du point M est une droite, et que le mouvement est uniforme. Ça se voit ici par le tracé des vecteurs vitesse. Ces vecteurs vitesse ont tous la même direction et la même norme. Ça peut se voir aussi à partir de la chronophotographie, puisque les points sont régulièrement espacés. Le point M parcourt toujours la même distance pendant le même intervalle de temps. Donc c'est un mouvement qui est rectiligne et uniforme donc à vitesse constante. Regardons maintenant la variation du vecteur vitesse. Par exemple au point 3. La variation du vecteur vitesse au point 3, c'est le vecteur V4 moins le vecteur V3. Les vecteurs V4 et V3 étant identiques, on va avoir V4 moins V3 qui va être égal au vecteur nul. Et cela sera vrai en tout point de la trajectoire. Delta V égale vecteur nul. Pour illustrer ce principe d'inertie, on peut regarder cette animation sur le curling. Le curling, c'est un sport de glace qui ressemble un petit peu à la pétanque sur une patinoire. Une fois que le palais a été lancé, il est soumis à deux forces. Il est soumis à son poids, qui est la force exercée par la terre sur le palais, et il est soumis à une force de contact, qui est la force exercée par la glace. Cette force exercée par la glace peut être décomposée en deux forces. Une force qui est perpendiculaire à la surface de la patinoire et qui s'oppose au poids, et une force qui est due au frottement avec la glace, qui va être orientée dans le sens opposé au mouvement. Je vais procéder au lancer et on va voir la chronophotographie du mouvement du palais ainsi que les forces qui s'exercent sur le palais. La force de frottement diminue. Pour s'annuler, on voit que le mouvement du palais est rectiligne décéléré en raison des forces de frottement qui existaient sur ce palais. Si vous avez regardé des compétitions de curling lors des Jeux Olympiques, vous avez dû noter la présence de balayeurs. Le rôle du balayeur, c'est de frotter la glace avant le passage du palais pour créer une fine pellicule d'eau qui va permettre de réduire les frottements. On voit que le mouvement du palais est toujours rectiligne, décéléré, mais il va beaucoup plus loin parce que les frottements avec la glace ont été réduits. Imaginons maintenant une piste idéale pour laquelle il n'y aurait aucun frottement entre la glace et le palais. Si ces forces de frottement disparaissaient, à ce moment-là, le mouvement du palais deviendrait rectiligne uniforme. La force de frottement a disparu, il ne reste plus que le poids, l'action normale de la glace, ces forces se compensent, et à ce moment-là, le mouvement devient rectiligne uniforme, c'est le principe d'inertie. Sur cette piste idéale, sans frottement, le palais poursuivrait sa course indéfiniment. Une telle piste idéale sans frottement, bien sûr, n'existe pas. Dans la vie quotidienne, si on lance un objet sur un sol horizontal, l'objet finit par s'arrêter en raison des forces de frottement. Si les forces se compensent, le mouvement est rectiligne uniforme, delta V est égal au vecteur nul. Si les forces ne se compensent pas, alors le vecteur vitesse varie. En mathématiques, on dit que c'est la contraposée du principe d'inertie. En physique, on dira que c'est la deuxième loi de Newton, une version approchée de la deuxième loi de Newton, dont vous verrez une version plus complète en classe de terminale.
Alors cette relation n'est vraie que dans un référentiel galiléen et elle donne la relation entre la variation du vecteur vitesse, la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le système pendant une durée delta t séparant deux instants voisins. Donc cette relation, c'est la somme des forces extérieures, la résultante des forces, est égale au produit de la masse du système par le vecteur delta v sur delta t. Dans cette relation, la norme de la résultante des forces s'exprimera en newton, la masse intervient en kilogrammes, et le quotient delta v sur delta t va s'exprimer en mètres seconde moins 2. On pourra utiliser cette deuxième loi de Newton de deux façons différentes. Si la résultante des forces est connue, on pourra en déduire la variation du vecteur vitesse. Et si la variation du vecteur vitesse est connue, on pourra en déduire la résultante des forces. Une illustration de cette deuxième loi de Newton sur l'exemple ci-contre, nous avons la chronophotographie d'une boule de pétanque qui est soumise uniquement à son poids. Donc on a lancé une boule de pétanque, on a obtenu la chronophotographie qui est indiquée. On a représenté le vecteur delta V4, le vecteur variation du vecteur vitesse pour la position numéro 4, et on a obtenu donc un vecteur delta V4 qui est vertical orienté vers le bas. La boule de pétanque n'étant soumise qu'à son poids, elle est soumise à ce vecteur poids qui est un vecteur qui est vertical orienté vers le bas. Donc on vérifie ici sur cet exemple que le vecteur variation de vitesse et le vecteur poids ont même sens et même direction. Ils sont collinéaires et de même sens. On fera de nombreux exercices d'application qui mettront en œuvre cette deuxième loi de Newton. Dernier point du chapitre, quel est le rôle de la masse dans cette relation? À partir de la deuxième loi de Newton, je vais exprimer la variation du vecteur vitesse. Je vais commencer par multiplier par delta t des deux côtés de l'égalité. J'obtiens ainsi somme des forces fois delta t qui est égale à m fois delta v. Et pour isoler la variation du vecteur vitesse, je divise par la masse des deux côtés. Toutes choses étant égales par ailleurs, si j'augmente la masse alors que le système est toujours soumis à la même résultante des forces, alors la norme du vecteur delta v va diminuer. Si m augmente, alors delta v diminue. Que traduit cette écriture? C'est que plus un objet est massif, plus il va être difficile à mettre en mouvement, ce qui n'est pas une surprise. Plus la masse d'un système est grande, plus il est difficile de modifier le mouvement de ce système.